C'est quand même vachement plus intéressant de faire de l'investissement que du M&A. En fait, là, en M&A, on donne beaucoup de conseils, mais finalement, on assume assez peu de conséquences. En investissement, en revanche, la sanction, elle est immédiate. On est là plutôt pour performer, là où en M&A, on est là pour faire des fees. Donc, philosophiquement, c'est quand même assez éloigné. Mais le VC consiste à investir dans des sociétés en forte croissance, ou en tout cas qui ont vocation à être en forte croissance, à partir d'éléments tangibles qui sont extrêmement ténus. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de produit, ne pas y avoir de marché, avoir une moitié d'équipe. D'un point de vue statistique, il va y avoir à peu près 30% de boîtes qui vont vraiment aller au tapis, 30% qui vont vivoter, on va récupérer un peu d'argent, et puis 30% qui vont être des outliers. C'est un métier de saltimbanque, c'est-à-dire que nous, on doit à la fois essayer d'être visionnaire, imaginer des ruptures technologiques, parier sur des équipes, avoir confiance dans, finalement, encore une fois, une société où il n'y a rien. Il faut douter. C'est-à-dire que quand on est en réunion d'analyse, en comité d'investissement, il ne faut pas avoir peur de dire « mais je ne sais pas, j'en sais rien, ce marché n'existe pas, qu'est-ce que vous me faites chier à me demander t'as pas besoin d'avoir une réponse à tout ». Donc SaaSpocalypse, c'est quoi ? C'est des boîtes qui ont levé des centaines de millions d'euros et qui sont disruptées en une seconde par Anthropic. Certains parlent de bulle d'IA. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là parce que quand on regarde, l'usage, la monétisation, et 3, la courbe d'adoption, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est de la magie. Bonjour Pierrick. Bonjour Guillaume. Pierrick, tu es l'un des fondateurs du fonds de VC Daphni. Un grand merci d'accepter notre invitation pour partager ton parcours, ton histoire dans le Career Insight, le podcast de Training You, avec une première question toujours très générale. Peux-tu te présenter et nous raconter les grandes étapes de ce parcours ? Ça va être rapide. J'ai donc cofondé Daphni avec Pierre-Yves Merschmann, qui est mon associé depuis 25 ans. On s'est connus au sein de BNP Paribas Private Equity, qui était l'entité qui investissait dans les startups et les projets en croissance du groupe BNP Paribas. Et au fil des années, on a construit une première société de gestion qui s'appelait Orcos. Et en 2015, on a décidé de quitter le partnership dans lequel on était pour lancer Daphni. Alors on va y revenir. Je reviens, si tu le veux bien, un petit peu sur la genèse de ton parcours quand tu étais étudiant encore à la Sorbonne. Est-ce que tu avais déjà en tête une carrière d'investisseur à ce moment-là, ou est-ce que ton intérêt pour la finance s'est construit plutôt progressivement ? Alors, la volonté d'entrer dans le métier du VC, elle est née d'une rencontre que j'ai faite aux États-Unis dans le cadre d'un MBA. Et j'avais un prof le vendredi soir de 18h30 à 21h30, donc inutile de dire qu'il fallait être très motivé pour aller dans son cours. Et il était juste exceptionnel. Les Charm, il vient de prendre sa retraite cette année. Je pars à Boston en septembre et j'ai bien l'intention de le voir parce qu'il a changé ma vie. Donc en fait, inutile de te dire que c'est pas un cheminement qui s'est fait progressivement, c'est juste une rencontre qui a généré en moi cette volonté de rentrer dans ce métier. Alors avant le monde du VC, il y a eu le monde de la finance. Tu débutes ta carrière chez Merrill Lynch sur des sujets liés au risk management dans les pays émergents. Qu'est-ce que cette première expérience t'a appris ? En fait, elle m'a appris à travailler en groupe. J'étais au sein d'une équipe avec un Croate, une Vénézuélienne, un Américain, et j'ai réalisé la puissance du travail collectif. Qu'on essaie tous les jours avec Pierre-Yves au sein de Daphni d'insuffler dans la société, parce qu'on est beaucoup plus puissant quand on se fait la courte échelle, quand on s'entraide, que quand on est dans un couloir de nage tout seul. Et le système éducatif français, alors depuis, il a peut-être changé, mais il est quand même très tourné vers l'individu plus que vers le collectif. On est noté de manière individuelle, rarement de manière collective. Et donc cette expérience, elle m'a juste fait découvrir un nouveau monde qui était de se dire: mais en fait, on peut faire des choses incroyables en venant de cultures extrêmement diverses, ce qui fait que ça fait aussi la richesse des échanges et de la mission qu'on avait, qui était de travailler sur un modèle de prévision de risque de défaut de paiement des pays émergents et donc de collecter de la donnée
de la traiter et voir un peu les corrélations entre les risques de défaut ou les défauts et un certain nombre de données. Et encore une fois, en venant d'horizons très variés, on a, je pense, fait un travail qui était plutôt concluant, puisque Merrill Lynch, c'était en fait, il y avait plusieurs équipes qui étaient un peu en compétition, et Merrill Lynch avait retenu notre modèle pour l'utiliser dans ses propres analyses économiques. Et après cette expérience, tu vas te rapprocher du monde de l'investissement. Tu passes chez Banexi entre Mhm. 1997 et 1999, puis chez BNP Paribas Private Equity entre 1999 et 2007. Qu'est-ce que ça fait de passer un peu du monde de la banque, du conseil à celui de l'investissement? T'as un prompteur ou tu connais tout par cœur là? Non, non, on a un peu travaillé ton parcours. Non, en fait, c'est la même entité, hein. C'est elle a commencé par s'appeler Banexi et ensuite, BNP, Paribas Private Equity. Donc j'ai effectivement commencé dans une équipe, qui faisait à la fois de l'investissement et des fusions-acquisitions dans le domaine des télécoms et des médias, qui était un secteur, assez porteur, parce que ça correspondait à une époque où le secteur le marché des télécoms était en train de se déréguler, et donc il permettait d'avoir plein d'opportunités. Et je faisais les 2, de la diffusion-acquisition et de l'investissement, ce qui m'a permis d'ailleurs de voir un peu l'intérêt, des 2 métiers et puis leurs limites. Au moment de la fusion avec BNP Paribas, mais on va passer rapidement. La BNP nous a dit: «Attendez, il y a un conflit d'intérêts, vous êtes à la fois, actionnaire de SFR et de Bouygues, vous conseillez, ce qui s'appelait à l'époque France Télécom, maintenant désormais Orange, dans le cadre de sa privatisation, Will Chinese Wall, vous êtes 5, donc soit vous faites du M&A, soit vous faites de l'investissement». On a décidé de faire de l'investissement parce qu'en fait, l'équipe M&A de Paribas préemptait le sujet, et puis c'est quand même vachement plus intéressant de faire de l'investissement que du M&A. En fait, là, en M&A, en 2 mots, on donne beaucoup de conseils, mais finalement, on assume assez peu de conséquences. En investissement, alors il nous arrive de donner des conseils, mais ça, c'est pas très pertinent quand on le fait. Mais en revanche, la sanction, elle est immédiate. On est là plutôt pour performer, là où en M&A, on est là pour faire des fees. Donc, philosophiquement, c'est quand même assez éloigné. Même si les 2 intellectuellement sont passionnants, la finalité n'est pas la même. Tu te rappelles de ta première opération marquante, quand tu étais chez BNP, Ouais, oh, il y a Paribas prescription Private Equity? maintenant parce que c'était la vente du point. Et on vit dans un monde qui est quand même assez politique. Je pense qu'il y a prescription, j'ai le droit de le dire. En fait, les politiques étaient assez sensibles pour savoir où allait terminer le point. Et donc, j'arrivais dans le monde professionnel et je découvrais qu'en fait, il y avait un certain nombre de ficelles qui étaient tirées pas là où on pensait. Et j'ai fait une autre opération archi marquante, c'était à l'époque de J6M, donc vous étiez pas né, Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde, qui faisait une OPE de Vivendi sur Havas. Et donc on a travaillé sur cette opération qui était incroyable parce que c'était l'opération de l'année, voire plus. Et elle m'a permis de voir pareil comment on fixe une parité dans le cadre de ce type d'échange, et c'est pas que du rationnel qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, tout ça est très formateur et c'était deux très belles opérations. Alors Pierrick, tu, l'as mentionné, tu préfères le rôle de l'investisseur et je pense que tu préfères aussi le rôle de l'entrepreneur. Tu fondes un premier fonds de venture capital en 2008 après cette expérience chez BNP Private Equity qui s'appelle Orcos. Tu le fais avec, effectivement, ton associé historique. Alors d'abord, pourquoi ce choix à ce moment-là? Ensuite, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qui a duré 7 ans? Tu étais un fonds centré sur, les télécoms, le digital et la robotique, qui était quand même une thématique assez émergente à l'époque. Pourquoi, cette stratégie-là? Alors en fait, c'était la même équipe, hein, au sein de laquelle on a travaillé de 2000 environ à 2015. Donc ça a changé de nom parce qu'on avait une structure offshore dans un premier temps pour pouvoir attirer des investisseurs internationaux, et à partir de 2007, on a créé une société de gestion agréée par l'AMF, mais on était dans la continuité de ce qu'on avait fait auparavant. Pour revenir sur ta question liée à la robotique de service, alors c'est une période qui est assez intéressante. Il y a des vintages qui sont pas, on va pas se mentir. Il y a le vintage 2007-2008, quand on regarde toutes les stats, sont pas des bonnes années. On arrive en 2012 à se dire, tiens, il faut qu'on lève un nouveau fonds.
Les télécoms, bon, bah, on a déjà donné, il n'y a plus tellement d'opportunités. Le digital se commoditise, donc finalement, il n'y a plus tellement d'opportunités. Enfin, il y a toujours des opportunités, mais c'est difficile de se différencier. Donc, comment on fait pour lever un fonds où on va avoir une vraie singularité, une vraie identité et des convictions super fortes? Et de fil en aiguille, on s'intéresse au secteur de la robotique qui est totalement délaissé par les VC parce qu'il y a du hardware. Et le hardware, c'est réputé comme étant, capital intensive, cycle long. Et en fait, on aime bien être, contrariant et c'est une période qui correspond, à l'émergence de toute l'impression 3D et donc d'un prototypage beaucoup plus rapide, ce qui veut dire, ben, finalement, cycle plus court, certes capital intensive, mais pas plus que de lancer un SaaS où il faut 300 millions pour, essayer de gagner le marché européen. Et donc ça, c'est le constat qu'on fait et après la vie n'est faite que de rencontres. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Bruno Bonnell, en 2012, avait écrit un livre. Il se positionne un peu comme l'expert de la robotique de service, en expliquant, bah, pourquoi ça va changer notre vie. Et il explique comment, en disant que finalement, le monde physique enfin, là où on dit qu'on se digitalise, le monde physique va aussi se digitaliser. Donc c'est la combinaison du digital et du hardware, qui vont faire que, tout va devenir connecté et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, alors aujourd'hui on l'appelle ça le physical AI, mais finalement c'est quand même un cycle qui a commencé il y a assez longtemps et on se positionne comme le seul fonds européen, voire mondial, dans le domaine de la robotique des services qui encore une fois est délaissé par tous nos confrères. Et quelles sont les vertus d'être les seuls? C'est que, bah, le deal flow, il est totalement captif, c'est-à-dire qu'on est inondé d'opportunités, donc on peut les choisir. On n'a pas de concurrence, donc on rentre à des prix qui sont relativement intéressants. Et puis on va nous-mêmes, bah, dans tous les labos européens, le Fraunhofer, le TUM, TH, le PFL, le CEA, et rencontrer tous les entrepreneurs qui s'intéressent à ce secteur-là. Et donc on a accès aux meilleurs deals et le résultat, c'est que le fonds a des performances incroyables. Alors nous, on l'a quitté avec Pierre-Yves parce que quand on est parti de notre partnership précédent, ça a déclenché les closes hommes clés et donc ce fonds a été donné en gestion à 360. Mais c'est nous qui l'avons monté et qui sommes à l'initiative avec, bah, l'équipe, Dominique Rancurel, Jean-Jacques Bertrand, Christian Bory qui nous a quittés et Bruno Bonnell, Renault Champion de ce fonds. Tu peux citer, un deal marquant, Bah, on pendant était cette période? après il y a eu des succès, opérationnels, des succès financiers, puis il y en a eu où il y a eu que des succès financiers et moins de succès opérationnels. On a été dans Navia, parce qu'en fait, c'est le premier véhicule autonome. Alors la société est allée en bourse, elle a eu un parcours boursier assez incroyable. Nous, on a vendu au bon moment, donc on a gagné pas mal d'argent et puis après, bah, finalement, le véhicule autonome, donc c'était un petit bus en fait pour se mouvoir dans des environnements fermés, des universités, des centres de recherche, dans les villes. Elle était notamment à Lyon. Et donc le marché n'a pas été suffisamment gros et on était un peu en avance, hein, mais en tout cas d'un point de vue opérationnel, ça fonctionnait. Donc c'est une belle histoire. On était dans Exotech, on était dans Balio, aussi dans les robots dans le domaine de la logistique. Voilà, il y a eu tout un portefeuille assez incroyable. Et donc on avait déjà testé dans les années 2000 en lançant un fonds dédié aux télécoms au domaine des télécoms. On a vu là sur la robotique de service qu'il y avait aussi un intérêt à être super spécialisé. Alors la spécialisation, elle dure qu'un temps dans nos métiers. Parce qu'après, bah, tout le monde s'y intéresse et aujourd'hui, bah, inutile de dire que tout le monde fait de la robotique et tout le monde explique que c'est génial. Alors on arrive en 2015, Pierre-Éric, c'est le moment du lancement de Daphni, mais avant Ouais. de parler plus particulièrement de Daphni, quelques mots sur le VC. Pour que notre audience comprenne bien, ce qu'est le métier de venture capital, comment toi tu le définirais de la manière la plus simple possible? Bah, le VC consiste à investir dans des sociétés, en forte croissance ou en tout cas qui ont vocation à être en forte croissance,
À partir d'éléments tangibles qui sont extrêmement ténus. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de produit, ne pas y avoir de marché, avoir une moitié d'équipe. Donc l'objectif, c'est de prendre un pari sur des convictions très fortes, mais en ayant à sa disposition très peu d'éléments de réassurance. Donc en fait, on fait un pari sur d'abord une équipe, et puis après, ça va être à l'équipe d'exécuter. Et donc ce métier, comme il est très risqué, il implique un certain nombre de sinistres, de dégâts, de sociétés qui finalement n'arriveront pas à atteindre leur objectif. Et donc, il faut assumer des succès et des pertes. Et c'est sur les succès qui vont être massifs, significatifs, qu'on va générer la performance. Et donc, d'un point de vue statistique, il va y avoir à peu près 30% de boîtes qui vont vraiment aller au tapis, 30% qui vont vivoter, on va récupérer un peu d'argent, et puis 30% qui vont être des outliers et qui vont permettre de générer des multiples par rapport à un investissement dans des industries plus traditionnelles qui peuvent aller jusqu'à 70, 100 fois, voire plus. Donc voilà un peu la mission que l'on a. Et cette répartition, c'est l'une des différences par rapport à d'autres segments de l'investissement. Quelle est la principale différence ou les principales différences entre un fonds de VC, un fonds de private equity et un fonds de gross equity? Mmh. Sur le LBO, tu vas avoir plein d'éléments tangibles à ta disposition, et l'énorme différence, c'est que c'est des sociétés qui génèrent du cash flow. Et donc comme elles génèrent du cash flow, dans le cadre de leur opération d'acquisition, il va être possible de faire appel au levier, et ce levier, il va être remboursé par les cash flows. Et on est sur des sous-jacents qui sont beaucoup plus lisibles. C'est-à-dire que c'est un métier beaucoup plus financier. Le marché, il existe, l'équipe, elle existe, la société, elle existe, le produit, il existe, et les données financières, elles existent. Donc la question est de savoir, est-ce que nos projections ont bien des chances de se réaliser telles qu'on l'imagine? Et c'est tout ce travail d'analyse qui va permettre de s'en assurer. C'est plus Euh, facile finalement. non, c'est pas plus, c'est différent. C'est différent. C'est un marché, c'est un métier. Nous, c'est un métier de financier, là où nous, on fait un métier, alors le terme va vous faire rire, mais on fait un métier de saltimbanque. C'est-à-dire que nous, on doit à la fois essayer d'être visionnaire, imaginer des ruptures technologiques, parier sur des équipes, avoir confiance dans, finalement, encore une fois, une société où il y a rien. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'incertitudes, là où dans le LBO, normalement, il y en a moins. Après, et d'ailleurs, quand un fonds de LBO a un échec, généralement, ça grève totalement sa performance, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un échec. Et pour le gross equity qui est un Bah, peu le entre gros, les c'est deux le en mix fait. des 2 en fait, Voilà. hein, voilà. Le mix, ça dépend du niveau de maturité. Il peut y avoir un peu de levier ou pas. Alors c'est plutôt du levier au sein de la société, plutôt que dans la société holding de reprise, pour faire de la croissance externe, faire des acquisitions, et puis petit à petit atteindre le niveau de maturité qui permettra d'être qualifié de LBO. À quoi Enfin, ressemble une semaine typique pour toi, ou plus précisément, quelle part de ton temps est consacrée au dossier, donc au sourcing et l'analyse des dossiers, à tes discussions, j'imagine aussi avec des entrepreneurs qui sont dans ton portefeuille, et aussi peut-être à des relations avec les LPs. Donc les LPs, c'est tes investisseurs, ceux mmh qui investissent dans tes fonds. Comment tu organises ton temps entre toutes ces priorités? Alors, la beauté de ce métier, c'est qu'il y a pas de règle. Donc, il y a 0 routine. C'est pour ça qu'il est passionnant. C'est que une semaine peut être complètement différente de la suivante. Donc, j'en sais rien, mais j'ai quand même demandé à Claude récemment, avec mon associé Pierre-Yves. On s'est dit, mais en fait, on n'a jamais de temps. Donc, on a demandé à Claude d'analyser un peu les 6 derniers mois. C'est assez, enfin, c'est assez inquiétant. On passe, je crois, 35 heures par semaine en réunion, la moitié en réunion interne, la moitié en réunion externe. Et ça exclut tout ce qui est échange avec les LP, sourcing, analyse des deals, analyse, enfin soirée, parce qu'il y a pas mal dans notre écosystème, il y a quand même pas mal d'événements extérieurs. Donc voilà un peu la journée, et puis toute la partie management. Donc dans les réunions internes, évidemment, il y a toute la partie de gestion de l'équipe. Mais c'est un gros bordel, quoi. En fait, si on se dit les choses, c'est pour ça que c'est passionnant. C'est que, toi, la semaine dernière, il y avait Vivatech. La semaine d'avant, on était à Super Return. Cette semaine, là, bon, il fait une chaleur torride, donc on essaie d'aménager un peu, mais c'est jamais la même chose. Mais merci en tout cas d'avoir
accordé un peu de ton temps pour le podcast Training You. On est ravis de parler de VC avec toi et puis après de Daphne. Sur le VC, quand tu prends une décision d'investissement en early stage, il y a évidemment ce qui relève de la méthode, mais il y a aussi ce qui relève de l'intuition. Tu l'as dit, il faut être un peu visionnaire, essayer d'anticiper des ruptures. Toi, quand un entrepreneur te pitch, qu'est-ce que tu regardes en premier? Alors déjà, il n'y a pas de règle, donc tout ce que je vais et s'il y avait des règles, ce métier n'existerait pas parce que tout le monde serait formidablement fort, aurait des performances incroyables et donc il n'y aurait pas la diversité du marché, la diversité des profils et cetera. Donc ce que je vais te dire n'engage que moi et quand tu dis, il y a une part d'intuition, il y a aussi dans notre métier, des investisseurs qui sont, très analytiques et qui vont pas aimer prendre de risques. C'est un peu le paradoxe, mais il y en a et ils réussissent, aussi bien que d'autres ou pas, mais en tout cas ça existe. Donc qu'est-ce que enfin j'ai horreur de donner de leçons, donc je vais juste te dire moi les éléments auxquels je suis sensible. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, pour moi, il doit vivre dans sa chair le projet. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat pour s'acheter un statut social, ça va se voir assez rapidement. Et notre associé, là, Marc Simoncini, il a fait une vidéo avec Ewen, qui est un influenceur. Je sais pas si ça doit être, c'est ta génération, tu dois le connaître. Il disait, mais finalement, un entrepreneur, c'est un mec qui se plante une première fois et puis qui va quand même retenter, quoi. Et ça, c'est la marque de fabrique d'un vrai entrepreneur. Or, il y a pas mal d'entrepreneurs en ce moment qui, finalement, ils prennent pas tant de risques que ça, parce que quand tu sors de l'école et que tu montes un projet entrepreneurial, tu lèves de l'argent, tu as quand même de quoi vivre, tu te plantes, c'est pas grave, tu passeras à autre chose. Donc moi, je suis assez sensible à ça. Est-ce que vraiment la personne, l'entrepreneur, l'entrepreneuse vit son projet et vivre son projet, ça veut dire aussi avoir des doutes. C'est-à-dire que si on n'a que des certitudes, on peut pas réussir. Encore une fois, je le répète et désolé, il y a pas de marché, il y a pas d'offre, pas de produit, il y a pas d'équipe. Donc si tu avais des certitudes sur tous les sujets, bah, c'est que finalement tu vas pas te nourrir suffisamment de l'extérieur et ce manque de curiosité va faire que tu vas augmenter tes chances de te tromper. Donc voilà, c'est des éléments auxquels je suis sensible et ça se traduit par, il faut douter. C'est-à-dire que quand on est en réunion, d'analyse, en comité d'investissement, faut pas avoir peur de dire: «Mais je sais pas, j'en sais rien, ce marché n'existe pas. Qu'est-ce que vous me faites chier à me demander?» Et on n'est pas tu pas besoin d'avoir une réponse à tout. Et ça, c'est fondamental, quoi. Donc c'est voilà, le vivre dans sa chair, avoir des convictions, connaître quand même sa concurrence parce qu'il y a pas mal de gens parfois qui aussi, ont pas fait le travail que nous on va faire. Donc si nous on fait le travail, à minima, on demande que nos interlocuteurs l'aient fait. C'est pas à nous d'aller découvrir, le concurrent direct qui est, en Asie ou aux États-Unis, quoi. Alors au-delà de ce sujet d'identification des concurrents, est-ce qu'il y a un red flag quand quelqu'un vient te pitcher? Quelque chose que vraiment tu détestes écouter ou regarder? Non, parce que, on regarde encore une fois, on a tous 2 bras, 2 jambes, et on est tous, enfin, on a tous nos qualités et nos défauts, donc voilà, pas trop de certitude. C'est-à-dire qu'on peut avoir il y a pas mal on peut avoir de l'arrogance, hein, il y a plein de super entrepreneurs qui sont assez arrogants, mais ou pas de mépris. C'est-à-dire que comme on sait pas, faut pas de mépris. S'il y a une question, la question elle est jamais bête. Nous, voilà, on n'est pas, au quotidien dans le secteur concerné, donc faut accepter que, parfois on sache pas tout, mais et donc répondre, avec pédagogie à la question. Et d'ailleurs, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui, pitchent leur projet, d'une la manière la plus concise et la plus précise qui soit. Enfin, on a fait Amilab là récemment, on est le deuxième plus gros investisseur français. Alexandre Lebrun, le fondateur, était avec moi au lycée. Et il nous a pitché Amilab en 20 secondes et tout le monde était juste conquis. Parce que alors il est exceptionnel, donc je vais pas être objectif, mais voilà, il a cette force de pas, mépriser ou avoir un complexe de supériorité face à son audience, mais d'expliquer simplement quelque chose de magique qu'il va faire et tout le monde le comprend et grâce à ses mots. Alors on a bien compris qu'il y avait pas vraiment de règles, mais comment tu fais vraiment pour évaluer un projet super early stage quand il y a pas de chiffre d'affaires, très peu de métriques, parfois il y a même pas de produit, tu l'as Ouais. dit et l'équipe est incomplète. Alors qu'est-ce que tu regardes en fait? Ouais, non, alors nous, on a quand même une grille, hein. Quand je te dis on regarde rien, bon, évidemment, on va passer beaucoup de temps sur l'équipe, mais ça, c'est, un peu la panacée, donc je vais pas passer on va pas s'étendre là-dessus. Après, on est assez sensible même si le marché n'existe pas, quelle est la taille du marché? Quel est le potentiel, de marché qu'on va adresser?
Parce que, comme on l'a dit, il faut investir dans des outliers, donc ça veut dire qu'il faut quand même des sociétés qui ont le potentiel, financièrement de générer beaucoup de valeur et pour générer beaucoup de valeur, il faut capter, un marché qui est suffisamment large. Ça va passer souvent par un accès à un marché international. C'est-à-dire que quand on est global, c'est quand même mieux que quand on est que local. C'est pas vrai pour tout. C'est-à-dire qu'on est dans Swile, qui est sur le marché des tickets restaurants. Le marché des tickets restaurants, c'est circonscrit à quelques marchés, très précis, et c'est vrai c'est vrai pour Doctolib, même s'ils sont en train de s'internationaliser, mais ils ont mis quand même du temps. Donc même si c'est pas, on peut pas généraliser, c'est important. Après, on va essayer de voir quelles sont les ruptures, quelle est la différence, quels sont les éléments de différenciation forts et pérennes. Donc tout l'enjeu en ce moment, quelle est la pérennité, d'un projet? On voit qu'il y a qu'en fonction de comment on l'appelle, l'apocalypse SaaS ou le SaaSpocalypse maintenant, c'est le nouveau terme, je crois. Donc SaaSpocalypse, c'est quoi? C'est des boîtes qui ont levé des centaines de millions d'euros et qui sont disruptées en une seconde par Anthropic. Donc ça, on ne pouvait pas le savoir, Oui. mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Et donc nous, en ce moment, évidemment, on est obligé d'adapter notre thèse d'investissement à tous ces changements. Et c'est pour ça qu'il faut être agile, il faut être curieux. Et donc, on est sur un marché, on ne peut pas se permettre d'être sclérosé. Et donc en ce moment, qu'est-ce qu'on adresse, nous, comme secteur? Plutôt le secteur de la tech bio, c'est-à-dire que la combinaison de la data et de l'IA pour essayer de développer des molécules, mais de manière beaucoup plus efficace. On parlait de hardware, comme on vient de là, on a une sensibilité qui fait qu'on reste toujours sur ces sujets-là. Et après, dans l'IA, on va pas dans l'agentique, on va pas dans les modèles, alors à part quand ça s'appelle AMI, mais on va plutôt sur des verticales très précises. Donc typiquement, on est dans LithoSquare qui va permettre d'optimiser la recherche de minerais. Ouais. Et après, on est dans des pelles et des pioches. Donc c'est pas encore annoncé, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais on est dans Blind qui fait une solution pour l'IA conversationnelle. On est dans Pruna qui optimise les modèles. Donc voilà, on va aller sur des sujets où on apporte une brique supplémentaire et avec de la propriété intellectuelle et donc des barrières à l'entrée. Alors on va revenir, très rapidement sur, Daphne et les stratégies. Avant ça, une question d'actualité ou plutôt, d'actualité et puis sur ces dernières années dans le secteur du VC. Le VC a connu une période d'euphorie en 2020-2021 post-Covid. Puis il y a eu un retour à la normale en fait en 2022 avec, des taux qui sont remontés, des valorisations qui ont baissé et plus d'exigences de la part des investisseurs pour financer des projets. Qu'est-ce qui a changé? Et comment tu as vécu toi en tant qu'investisseur ce point de bascule? En fait, je vais être honnête, il n'y a pas eu tant de changements que ça. En fait, c'est-à-dire que oui, il y a toujours beaucoup d'argent. Donc le marché est quand même toujours très dynamique. Il est toujours, très concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et les bons projets attirent toujours, pas mal de capitaux. Donc le changement, c'est qu'il y a probablement une concentration de l'argent vers des projets à fort potentiel et des équipes qui sont vraiment exceptionnelles. Et une érosion des montants fléchés vers des projets peut-être moins ambitieux. Donc ça, c'est la première différence. Là, donc c'est pour ça que moi, quand je te dis ça n'a pas changé, ça a un peu changé. Deuxième changement, c'est que il y a moins de liquidités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de sorties. Ce qui fait qu'on rend moins d'argent à nos investisseurs et quand on rend moins d'argent à nos investisseurs, ils en redistribuent moins. Donc ça veut dire que les levées de fonds sont plus difficiles. Au niveau des valos, on a tendance à dire que les valorisations, ont baissé. Alors c'est vrai qu'elles sont devenues plus raisonnables, sur des projets avec, un potentiel, non avéré, ou en tout cas qui peut pas être exponentiel, mais elles restent quand même relativement élevées sur un certain nombre de projets. Il y a eu un petit repli des investisseurs, américains, c'est-à-dire que ça dépend des secteurs, mais là où ils étaient devenus très actifs, où ils avaient des équipes locales,
Ils sont un petit peu moins présents, même s'ils le sont toujours encore une fois sur des projets flagship. Et puis on a complètement changé de secteur. C'est-à-dire ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on n'adresse plus du tout les mêmes sujets. Alors, peut-être adresse plus de sujets en lien avec l'IA, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que change l'IA? Est-ce que, l'IA peut amener, cette nouvelle euphorie, sur le marché du VC? Ou est-ce que vraiment c'est totalement différent cette fois-ci? Bon, on n'en sait rien déjà, mais il y a quelques éléments de réponse. C'est-à-dire que certains parlent de bulle d'IA. Moi, je fais pas partie de ces gens-là parce que quand on regarde, l'usage, 2, la monétisation, et 3, la courbe d'adoption, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est de la magie. Anthropic, ils ont trop de clients, ils peuvent même pas leur répondre. Donc, parce que encore une fois, il y a un usage. Voilà, autour de cette table, on est tous en train de l'utiliser et ça change notre vie. Donc c'est pas une bulle parce que, il y a les revenus, qui vont en face. Après, il y aura peut-être quelques excès, comme toujours, mais je crois pas que ce soit qu'il y ait une bulle. Après, est-ce que ça change? C'est que tu as une commoditisation du digital qui était déjà bien entamée. Bon, là, voilà, c'est que, tu fais un SaaS en 5 heures, donc c'est plus la même histoire. Ah non. Donc il y a tout ce pan de l'économie. Et comment Alors tu fais en tant qu'investisseur quand tu investis dans ces sociétés à des valorisations potentiellement assez élevées il y a 2, 3, 4 ans? alors tu vois, c'est pas pour être présomptueux, on a assez peu investi dans le SaaS pour une raison qui était pas du tout celle liée à Anthropic parce qu'on n'est pas des magiciens. On l'a pas fait parce qu'on partait du principe que les acteurs américains allaient être toujours meilleurs que nous, sur ces sujets-là. Donc on allait développer certes des acteurs européens qui seraient jamais leaders mondiaux et puis finalement, petit à petit, qui allaient se faire grignoter leur part de marché, par les Américains ou, dans le meilleur des cas, se faire, racheter. Et donc nous, on a cherché à aller sur des terrains de jeu où l'Europe avait des éléments suffisamment, différenciants pour pouvoir, développer des projets qui allaient être meilleurs que, les Américains. Donc c'est typiquement l'investissement dans le back market qu'on a fait. Voilà, devenir leader du reconditionnement et même acculturer le marché au reconditionnement, c'est pas un truc qui naturellement, peut être fait par des Américains parce qu'ils ont une conscience, autour des enjeux environnementaux qui est beaucoup plus faible que la nôtre. Donc c'est ce type de projet qu'on a fait. On est dans l'upcycling, voilà, on est dans l'énergie, on a pas mal de sujets aussi dans le domaine de l'énergie, de la souveraineté, et cetera. Donc c'est ça les changements, quoi. Une boîte AI native, je prends toujours l'exemple de Willgo, mais Willgo, l'équipe, ancien fondateur d'un projet qu'on avait accompagné qui s'appelle Fox Intel et auquel est venue s'ajouter Julie Walbaum, l'ancienne CEO de Maison du Monde. Ils avaient fait un plan où ils devaient être 40. Ils ont développé leur projet en étant 4 et puis ils ont enrichi de quelques personnes, mais ils vont être probablement 4-5 fois moins que ce qu'ils avaient prévu pour le même résultat. Donc ça a quoi comme impact? C'est que nos boîtes qui sont pas AI native, mais dans lesquelles on a investi pour le coup il y a 4-5 ans, elles ont besoin de faire ce virage. Et il faut qu'elles prennent rapidement ce virage parce que le temps c'est de l'argent et donc c'est à nous aussi de les inviter à le faire en prenant des rôles modèles à la Willgo ou toutes les boîtes qui sont dans ce moment. On va parler maintenant de Daphni. Pourquoi avoir créé Daphni en 2015? Et qu'est-ce que vous vouliez, avec ton associé, faire de différent par rapport, aux fonds de VC existants à l'époque? OK. Bon, ce qu'on voulait faire avant tout, c'est être customer centric. C'est-à-dire que tout notre marché est constitué de partnerships où les partenaires sont des anciens banquiers pour l'essentiel. C'est-à-dire que si tu prends, même nous on vient de BNP, Xange ils viennent de La Poste, Vintech ils viennent de Natixis, Raseo ils viennent d'AGF, enfin Idinvest, maintenant Raseo vient d'AGF. Elia ça vient d'EDF, enfin, je te fais Alven ça vient de Lazare, voilà. Voilà d'où viennent les partenaires des fonds qui sont visibles sur la place et en tout cas qui sont passés à l'échelle. Après, il y a plein de super fonds qui sont plutôt des solo funds, mais qui n'ont pas la vocation de passer à l'échelle et de pouvoir investir sur des segments de marché autres que l'early.
Donc là où aux États-Unis, on a des fonds emblématiques qui ont été montés par des entrepreneurs. Donc il y a quand même une différence quand on essaie juste de faire un peu l'analyse et comprendre pourquoi le marché américain est peut-être un peu plus dynamique que le nôtre, qui est lié à cet élément-là. Et deuxième, c'est que comme on est des anciens banquiers, on n'a quand même pas le sens du client inné. Or, nos clients qui sont les entrepreneurs et les investisseurs, il y a 10 ans, ils en avaient peut-être un peu assez et donc on s'est dit: «Mais attends, il faut qu'on aille les voir, qu'on leur demande: "Qu'est-ce que vous voulez?" Et ça va nous permettre d'attirer les meilleurs entrepreneurs et ça va nous permettre de convaincre les LP de nous soutenir». Et donc c'est ce qu'on a fait. Alors les LP, ils voulaient plus de transparence, ils voulaient avoir un lien plus direct avec les sous-jacents, avec les startups, parce que finalement on leur parlait de startups toute la journée, mais ils savaient pas obligatoirement, à quoi ça ressemblait, ces animaux bizarres et puis ils voulaient évidemment qu'on performe. Et donc pour performer, c'est la deuxième brique du modèle, c'est de dire: «Il faut qu'on attire les meilleurs entrepreneurs». Comment on fait pour attirer les meilleurs entrepreneurs? On a une proposition de valeur qui est claire. On n'est pas là comme, facteur d'anxiété supplémentaire. On n'est pas là pour commenter ou donner notre opinion, on est là pour les aider. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on faisait avant, qui était assez facile, parce que dans notre job, c'est facile de commenter ou de donner des leçons. Sauf que aider concrètement, ça demande pas mal d'énergie et ça demande de mettre en place un modèle adapté. C'est ce qu'on a fait avec, un pilier, dans notre modèle, qui est d'avoir une communauté de maintenant 500 personnes et qui va intervenir à toutes les étapes de notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau du sourcing des deals, de l'accompagnement et de la qualification et de l'accompagnement. Et cet accompagnement, on va mobiliser tout notre réseau et toute cette communauté qui a des intérêts alignés avec les nôtres parce qu'elle est investisseuse dans les fonds. Et donc elle a intérêt à créer de la valeur à nos côtés. Donc si tu as besoin, d'avoir une intro, chez Sanofi, chez Accor, chez BNP, voilà, on doit essayer en 1 minute être capable de te la fournir et ça c'est, le fruit, de toute cette communauté qui est composée à la fois d'anciens entrepreneurs de la tech ou existants, de C-level de grands groupes, d'institutions financières et cetera et d'un point de vue géographique, pareil, extrêmement diversifié. Hein, Daphne, au-delà de cette communauté qui est l'un des piliers Mmh. effectivement et axe différenciant, du fonds, a développé une plateforme qui s'appelle, Flammel, qui Ouais. est, une brique technologique à l'intérieur du fonds. À quoi ça sert concrètement? Donc ça, c'est la deuxième brique, c'est le deuxième pilier de notre modèle. Encore une fois, comme on a eu le loisir de partir d'une feuille blanche. Donc quand tu pars d'une feuille blanche, c'est plus facile d'être un peu innovant. Et donc le constat, c'était de dire: «On investit dans le digital, on n'est pas du tout digitalisé». Donc il y a 10 ans, le métier était vraiment à l'âge de pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fonds qui maintenant ont mis des scrappers, arrivent à sourcer des deals de manière un peu automatique, mais il y a 10 ans, il y avait personne. C'est-à-dire qu'on était les premiers. On a, à la fois développé un outil interne et externe. Externe, c'est une app mobile où, nos LP, et les membres de notre communauté ont accès à tous les deals qu'on fait, toutes les informations, tout le sourcing avec un système d'opt-in et d'opt-out pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Donc on a fait une app, toute bête, mais empêche qu'elle rend un service, tu as, dans ton portefeuille, dans ta poche et si tu es curieux, tu peux avoir accès aux 7 500 deals qu'on met par an sur la plateforme. Donc ça, c'était la partie externe. Partie interne, c'est de dire comment on fait pour augmenter notre productivité à tous les étages. Donc notamment, le reporting, tu vois, comme on est agréé par l'AMF, il y a quelques contraintes. Donc c'est comment on fait pour automatiser ça, comment on fait pour automatiser les appels de fonds, comment on fait pour automatiser le sourcing, qui est la brique fondamentale, parce que c'est le nerf de la guerre. Comment on fait pour ne pas rater une seule opportunité? Et ça, on a scrappé, on scrape 110 bases de données, enfin 110 sources de données. Et en 10 ans, on a développé des algorithmes pour affiner le filtrage des 70 000 deals qu'on remonte par an pour arriver aux 2000 qu'on va regarder ou auxquels on va s'intéresser. Alors, Daphne, c'est donc 2 piliers, la communauté et Flammel, cette plateforme au service de 3 stratégies, puisque le fonds Mmh. opère aujourd'hui 3 stratégies. Il y a Blue,
qui est le fonds généraliste de Daphne, qui a succédé à Purple en 2016 et Yellow en 2020. Vous aimez beaucoup les couleurs chez Daphne. Il y a Dastor, qui est un fonds retail lancé avec le soutien de Carrefour. Et il y a le fonds Time4, qui a levé d'ailleurs récemment, qui doit ouvrir le capital risque à une nouvelle génération d'entrepreneurs issus des territoires avec des profils peut-être un peu moins communs. Tu vas nous raconter ça. Est-ce que tu peux nous présenter chacune de ces 3 stratégies? Alors, comme tu le dis, Blue, c'est le successeur de Purple et Yellow. Donc, en fait, on est sur un marché où il y a des cycles. Et donc, le cycle actuel quand on a lancé Blue, c'était de se dire comment on fait pour créer de la valeur durable. Et c'est vraiment durable. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se projette à 5, 10, même 15 ans pour dire on va accompagner des actifs qui vont intéresser soit des hackers stratégiques, soit qui vont continuer de croître de manière significative pour aller en bourse, soit qui vont générer suffisamment de performances financières pour être rachetés par des fonds LBO. Et donc, ce qu'on a les axes sur lesquels on se concentre aujourd'hui, c'est le domaine des sciences. Donc, il y a plus de 15 ans, on était sur la robotique de service avec, encore une fois, de la propriété intellectuelle, des différenciations technologiques fortes. Dans les sciences, tu parles de propriété intellectuelle développée depuis des années au sein de labos. Et donc, tout l'enjeu, c'est de dire comment on fait pour faire passer des sciences fondamentales au stade applicatif. Comment on fait pour capitaliser sur de la propriété intellectuelle en biologie, en physique, en chimie, en sciences du vivant, en mathématiques, pour développer des projets. Et c'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans les labos et on rencontre une génération de chercheurs qui est beaucoup plus disposée et câblé pour basculer vers le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous étiez peut-être pas né, mais il y a 30 ans, les entrepreneurs. J'étais né. T'étais né? Malheureusement, oui. Ah bon, Mais t'étais bon. né alors. Il y a 30 ans, quand Marc Simoncini, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Pierre Kosciusko-Morizet, Jean-Baptiste Rudel, enfin tous ces entrepreneurs qu'on connaît se sont lancés. Ils venaient pas obligatoirement de grande école, alors sauf PKM, mais ils se lançaient dans l'entrepreneuriat qui n'était pas une voie royale, parce que si tu te trompais, l'échec était assez mal toléré, donc pour rebondir, c'était pas facile, etc., etc. Et puis au fil des années, c'est devenu l'option la plus courue, la plus demandée, si on prend le HEC pendant des années. Et on a un peu, ce qui n'était pas le cas dans les écoles d'ingénieurs, en tout cas et là, on est en train d'assister à un changement de paradigme où les chercheurs, ils rentrent pas dans des labos pour rester à vie chercheurs et rats de laboratoire. Ils rentrent dans un labo pour faire une thèse, pour travailler sur un projet, encore une fois, de recherche fondamentale, extrêmement précis, et puis peut-être créer une boîte. Et ça, il y en a plein, et c'est exceptionnel. Dans ce cas-là, c'est eux qui passent du statut de chercheur à entrepreneur, ou est-ce qu'ils cherchent On les des aide un fondateurs, peu, des mais partenaires pour alors monter les le projet? 2. En fait, les 2, mais ils sont sensibilisés. C'est-à-dire que là où avant, il aurait fallu faire une démarche un peu compliquée, un peu pénible, là, c'est devenu naturel. Et donc, on surfe un peu sur, encore une fois, ce virage-là auquel on est en train d'assister, où il y a toute une génération de scientifiques qui vont basculer vers l'entrepreneuriat. On est dans Caravella, qui a été lancé par 2 polytechniciens et un chercheur de l'INRIA qui est l'ancien maître de stage d'Arthur Mensch de Mistral. Bon, typiquement, c'est pas totalement évident de se dire que Bertrand Thirion, qui vient de rentrer à l'Académie des sciences, va basculer dans l'entrepreneuriat. Et on est en train d'assister à ça. Et c'est génial. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel. Et on rappelle que le fonds a levé 260 millions d'euros Voilà, à date pour investir dans cette verticale-là. Exactement. Alors cette verticale, les sciences, sachant que les sciences, il y en a, le monde est vaste, quoi. On passe à la deuxième stratégie. Deuxième strat, Dastor. c'est Dastor, donc fonds qu'on a monté avec Carrefour. Et l'objectif
et d'investir dans des projets, alors au niveau mondial, là où Blue et on se concentre quand même essentiellement sur l'Europe, dans des projets qui vont disrupter les métiers traditionnels de Carrefour. Donc c'est de la retail tech, mais en fait, quand on est client, on voit que la vitrine ou la façade. Être retailer, c'est faire de la logistique, c'est avoir des services financiers, c'est aussi produire de la food ou en tout cas ce qu'on achète, etc., etc. Donc on investit, c'est faire du marketing. Donc on investit dans tous ces projets qui vont faire bouger les lignes au niveau de Carrefour et au niveau du métier, des métiers de retailer. Et on a une troisième stratégie qui est Time for, qu'on a lancé en partenariat avec HEC, Les Déterminés et Live for Good, qui investit dans les projets lancés par des entrepreneurs issus de la diversité. Et donc, en 2 mots, c'est des entrepreneurs qui viennent des QPV ou des ZRR. En France, c'est comme ça qu'on peut qualifier. Donc, qui viennent des banlieues ou des zones rurales. Et l'idée, c'est de les aider à passer un plafond de verre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément, il y a un tissu associatif qui est extrêmement dense. Il y a beaucoup de projets qui sont accompagnés en amont par toutes ces initiatives, mais ils peinent à trouver des capitaux pour passer à l'échelle et développer leurs projets entrepreneuriaux. Parce qu'ils n'ont pas les bons accès ou peut-être toujours les bons codes pour Exactement, attirer pas les les bons investisseurs. réseaux, pas l'ambition ou en tout cas, pas la confiance en soi suffisante pour passer ce plafond et donc nous, on est juste là pour les aider à y arriver. Les entrepreneurs sont exceptionnels, avec des attributs qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui font des choses incroyables et donc là, on a commencé à investir en novembre dernier. On a déjà fait 8 deals et d'ailleurs issus des banlieues ou de la ruralité et vous allez voir, c'est incroyable. Et de même, on peut préciser que ce fonds a déjà fait un premier closing de 50 millions d'euros et 50, vise 100 millions d'euros. on cherche 100, donc à votre bon cœur, messieurs, dames. Le message est passé. Daphni est aussi entreprise à mission et certifiée B Corp. Ouais. Alors c'est assez classique de parler d'impact quand on fait du VC. Parfois dans ce monde-là, il y a un peu de communication. Comment on Mmh. différencie impact réel et impact washing? Et plus globalement, est-ce qu'il faut toujours être une société avec une dimension environnementale ou sociale pour intéresser Daphni? Alors la réponse elle est oui, mais je vais t'expliquer comment. Donc on a été la première société ou deuxième société, de gestion B Corp en France et c'est le résultat d'un fil conducteur que l'on suit depuis toujours et qui est le fruit de la thèse qu'on s'est fixée il y a 10 ans, parce qu'on va fêter nos 10 ans, qui était de dire, heu, comment fait-on pour utiliser, la technologie pour faire bouger les lignes d'un point de vue sociétal et environnemental? Parce qu'on sait tous qu'il y a un problème, qu'il soit, social ou environnemental et il faut que chacun amène sa pierre à l'édifice et on est convaincu que, les ruptures technologiques, l'innovation, peut contribuer à, faire bouger les lignes. Donc là, pour répondre à ta question, on on quand on investit dans un projet, on se pose la question: «Quel est l'impact?» Alors il faut toujours qu'il soit positif, tu vois? On va pas aller dans un projet où il y a un impact, négatif. Après, on va se fixer des règles et c'est pour ça qu'on n'est pas article 9 sauf sur, le fonds Time for, qui vont nous permettre de passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'un back market, c'est de l'évitement, mais que c'est à une tellement grande échelle que l'impact, il est énorme. Et il se mesure, pas de manière immédiate par rapport au modèle qui est quand même une place de marché. Donc voilà un peu la thèse, c'est de se dire: on n'est pas dogmatique parce qu'on veut que l'impact, il soit, sur une échelle, qui est pas celle obligatoirement des projets, article 9. Il y a de très jolies sociétés dans le portefeuille de Daphni. Tu as déjà parlé de Swipe, tu as déjà Mmh. parlé aussi de Back Market. On peut citer Pascal dans le monde de Et la en fait, quantique. voilà, sur on parle de puissance de calcul en ce moment et des enjeux, énergétiques. Bon, bah, quand tu es sur du quantique,
tu réduis cette empreinte énergétique. Quand tu es sur du Pruna qui optimise les modèles de 1 à 100, tu as aussi un impact. Quand tu es sur Upcycle qui permet, de valoriser les déchets issus, de la production agroalimentaire, tu as un impact. LithoSquare, dont je parlais tout à l'heure, qui encore une fois permet de trouver, des minerais rares, c'est pas évident, sauf qu'aller faire du carottage et détruire la planète, mieux vaut être super précis grâce à des technologies comme celle-là. Dans la santé, l'effet, il est immédiat aussi. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur que l'on a. Encore une fois, pas de manière dogmatique, de manière, assez, réaliste, mais on a une grille et il y a des projets qu'on ne fait pas parce qu'ils n'ont pas cet impact positif. Alors quelques mots sur les sociétés, du portefeuille, donc on peut citer Pascal, Swipe, Back Market, Nemobank. Quand tu vois les plus belles réussites que tu as eues, dans le portefeuille, quels sont les points communs? Il y a pas de règle, donc il y a le on va toujours revenir aux mêmes éléments, mais l'équipe est quand même clé. Mais je pense que l'élément, plus fondamental que celui de l'équipe, c'est le timing. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, des projets très équivalents qui se lancent à des périodes différentes et finalement, c'est celui qui aura, la bonne fenêtre qui va réussir. Il y a un peu de chance aussi. Mais évidemment. Et donc, alors après, la chance, ça se provoque. C'est ce que je te disais tout Mmh. à l'heure. Il faut le vivre dans sa chair. C'est-à-dire Mmh. que, et si on le vit dans sa chair, on travaille. Donc, dans les autres éléments qui sont assez structurants et liés à la réussite, c'est le travail. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui ne vit que pour sa boîte et sous sa douche ou en se rasant, en général, il a quand même plus de chances de réussir que celui qui est lifestyle entrepreneur et qui s'est acheté un statut social avant de s'acheter une conviction forte, quoi. Alors à l'inverse, quand une société du portefeuille traverse des moments difficiles, quel est le rôle d'un fonds comme Daphne? En fait, il a évo je vais être honnête, il a évolué. Quand tu es plus jeune, tu pas l'échec et tu essaies de t'accrocher aux branches, tu essaies de mettre sous perfusion, tu essaies machin. Un projet qui marche pas, c'est la vie et à la limite, on s'est tous trompés. Il faut pas chercher de responsable, de coupable. Ça a pas marché, on passe à autre chose. Donc le rôle, s'il y a un espoir, on va essayer de vendre la boîte, s'il y a un actif, on va essayer de sauver les meubles. Mais il faut pas s'acharner. C'est-à-dire que l'acharnement thérapeutique qu'on a tendance à faire quand on est un peu plus jeune, il y a un moment donné où c'est dans l'intérêt de tout le monde de gagner du temps. Ça rentre dans le tiers de projet qui va Mais échouer et ouais, c'est comme ça. et donc on est là pour expliquer à l'entrepreneur que c'est la vie, c'est pas grave. On s'est tous trompés. Nous, on a décidé d'investir, lui, il a décidé de se lancer dans le sur le marché et dans le projet qu'il avait. Quand on est investisseur, on est aussi parfois, souvent même membre du board. Pourquoi c'est important en tant que fonds d'être présent au board? Quel est l'impact? Qu'est-ce que tu y fais? En fait, le board, c'est un organe qui permet de réduire la symétrie d'information. C'est quand tu es dans un deal, tu as vocation à éventuellement réinvestir, à sortir, c'est-à-dire qu'on doit quand même chercher de la liquidité. Et donc le board, il permet de réduire la symétrie d'information et deux, il permet d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors de manière modeste, hein, encore une fois, il faut pas être trop commentateur ou avoir trop de certitudes et donner trop d'avis. Il faut être là pour aider. C'est-à-dire que, tu vois, moi je le dis souvent aux entrepreneurs, prenez pas le board comme un exercice imposé, comme une punition. Si vous êtes là et que vous perdez ça veut dire que enfin, si vous êtes là comme et que vous le prenez comme une punition, on perd tous notre temps. C'est pas C'est parce pas un qu'on conseil de classe, quoi. c'est pas parce qu'on a écrit dans le pacte d'actionnaires qu'il fallait faire 4 boards ou 6 boards par an qu'il faut les faire. Faut les faire si tu es convaincu que toi, ça te permet de prendre du recul sur ton business, si ça te permet, de te faire challenger, de nous poser des questions, si ça te permet de faire une liste de courses où tu as besoin d'aide et on peut apporter, des réponses, que ce soit pour des recrutements, pour, des mises en relation avec de manière chirurgicale
à des contreparties clés, etc., etc. Et de se poser la question de comment on va faire un fundraising, à quel moment on va faire un fundraising, quel est le bon timing, quels sont les bons attributs qu'il faut qu'on ait, etc., etc. Mais encore une fois, il faut que le bénéfice il soit partagé. Si c'est une punition, ça sert à rien. Donc moi, qu'est-ce que je fais généralement? C'est que dans les boards, maintenant, on prévoit qu'il n'y ait pas que des VC, parce que les VC, ça a beaucoup d'orgueil, ça a beaucoup d'ego, ça a beaucoup de certitude. Et donc, on fait venir des board members indépendants qui sont experts du secteur ou qui ont un savoir-faire opérationnel structurant pour le projet. Et ça va amener un peu de comment te dire? Enfin, tu m'as compris, quoi. Ça va un peu faire baisser Ça peut les détendre un petit peu non, mais les ça discussions. va faire baisser le niveau d'ego et parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui est là pour mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que lui, le secteur, il le connaît. Le mec, généralement, il a été un bon opérationnel et donc ça permet de mettre les débats au bon niveau, quoi. Alors en Et parallèle avec des board members indépendants qui sont super, hein, tu vois, on a Comet, on a, Patrice Thierry, ancien CEO de ProFCE, Philippe Germont, ancien CEO d'Atos, la Française des Jeux et je sais plus quelle boîte, Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail et Étienne Bonhomme, CEO Europe de Palo Alto, Network. Donc inutile de dire moi, en tant que VC, je suis pas spectateur, mais en tout cas, je me sens très bien au milieu de toutes ces expertises. En parallèle de Daphne, tu investis aussi à titre personnel dans plusieurs sociétés. On peut citer Mistral, on peut citer Lime. Pourquoi tu fais ça? Et est-ce que ton regard d'investisseur individuel est différent du regard que tu as quand tu investis pour Daphne? Alors, on n'a plus trop le droit de le faire parce qu'en fait, certains LP nous demandent de ne pas le faire. Quand j'ai pu le faire, alors sauf si c'est pas du tout dans les stratégies des fonds. Quand j'ai pu le faire, c'est parce que, typiquement Mistral ne voulait pas avoir d'investisseurs institutionnels français. Et donc quand, si tu vois dans les annonces que, certains fonds, revendiquent d'avoir investi, c'est pas vrai. Ils ont investi par leur société de gestion ou de manière perso, mais ils ont en tout cas sur le tour seed, ils ont pas investi, par leurs fonds. Je donnerai pas de nom, mais il y en a qui se sont pas mal mis en avant là-dessus, ce qui était faux. Donc voilà, donc Mistral, c'est ce cas particulier. Après, ce que je fais, c'est plutôt dans des secteurs un peu périphériques, encore une fois, qui rentrent pas dans la strate et auprès d'entrepreneurs désormais qui ont moins la possibilité d'avoir accès à des capitaux. Donc c'est vraiment leur donner, un peu, une impulsion, et une chance d'y arriver, quoi. J'ouvre la dernière thématique de ce podcast consacré plutôt au recrutement et à tes conseils carrière pour les jeunes qui nous regardent. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent Mmh. débuter leur carrière en VC, qui rêveraient d'y travailler. Concrètement, comment on entre dans ce métier? Bah, au risque de te décevoir et de toujours, donner la même réponse, il y a pas de règle. Alors il y a pas de règle, sauf qu'en ce moment, ça change quand même pas mal et les places, deviennent de plus en plus chères. Donc on parle vraiment du VC, hein. Le PE n'a rien à voir. Mmh. C'est-à-dire que PE, tu vas en transaction services ou en M&A et puis tu as une voie qui est à peu près directe. Nous, ça va dépendre de la stratégie des fonds, ça va dépendre de leurs besoins. Si tu prends, notre cas particulier, on investit dans les sciences. Inutile de te dire qu'en ce moment, on regarde plutôt des profils, PhD, enfin, pour PhD ou à minima, et ingénieur, bien cortiqué, quoi. Mmh. Or, là où on recrutait il y a 10 ans, plutôt, des profils issus, d'écoles de commerce. Donc ça va dépendre des fonds, ça va dépendre des stratégies, ça va dépendre des cycles. Il faut, être assez polymorphe, donc il faut montrer à la fois sa capacité commerciale, parce que je rappelle qu'on lève de l'argent, on doit convaincre des entrepreneurs, on doit aller sourcer, on doit être présent, on doit exister. Donc c'est pas un métier, qu'on fait un peu en étant, isolé. Et en même temps, il faut avoir une capacité d'analyse, il faut avoir une capacité de conviction, il faut avoir de la vision. Donc désolé, il y a pas de règle. Faut commencer généralement, c'est bien de faire un stage parce que, quelqu'un qui fait un stage et qui prouve toute sa valeur, il va derrière être, recruté plus facilement et je dois t'avouer que c'est ce qu'on a dû faire dans 80 des cas chez nous, quoi. Alors, il y a des stages évidemment en VC, mais si jamais on peut pas faire de stage en VC, pour commencer, on peut aller où? Est-ce que c'est bien de faire du conseil, par exemple du M&A? Est-ce que c'est bien d'aller vers l'investissement PI? Est-ce que c'est mieux d'aller en start-up, voire d'entreprendre, Oh, d'avoir en fait son propre mais attends, projet? c'est le plus beau métier du monde, faut entreprendre.
Je suis entrepreneur aussi, Non, mais voilà, donc mais non, mais il faut et encore une fois, il y a pas de règle et le monde change tellement que, ça serait délicat et contre-productif de donner le moindre conseil. Tu sais, aujourd'hui, plus personne sait où il habite, donc et là, la situation, elle est pas facile pour les jeunes. Donc faut juste entreprendre, prendre des risques, avoir des convictions fortes, se les forger, en se nourrissant, en étant curieux. Aujourd'hui, un jeune, il doit juste être curieux. Et il doit jouer toute la journée avec Anthropic, parce que, bah, comme c'est l'avenir, et c'est là ce qui va créer ce qui va aussi démontrer sa valeur. tu parlais des stages. Toi, quand tu rencontres des candidats, qu'est-ce que tu testes? Et plus globalement, qu'est-ce qu'il faut vraiment maîtriser? Tu Ouais, vois, quand on alors passe moi, un je suis pas un entretien bon exemple, chez moi, et Daphné. tout le monde se fout de moi au bureau, donc faut Tu poses pas quoi comme question? que des questions qui ont rien à voir avec le métier, que des questions sur les passions des gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait d'exceptionnel et de singulier, quoi. Faut être différent en ce moment. Alors, tu l'as déjà un peu parlé, mais dernière question, quelles sont les compétences clés vraiment importantes pour réussir en tant qu'investisseur VC? Bah, il y en a trop, donc en fait, faut être un peu bon de partout, quoi, et le moins mauvais de partout. On arrive à la fin du podcast, mais il y a encore une toute petite partie, c'est le quiz traditionnel du Career Insight. Alors, c'est des questions courtes de mon côté et OK. des réponses courtes de ton Je côté. suis archi mauvais, à ça, donc il va falloir être bon parce qu'il faut être percutant là. Vas-y. Un mot pour définir Daphne. Daphne Dunaway, c'est notre, baseline. Donc c'est toi, c'est vrai, c'est le faire, ça veut dire faire différemment, quoi. Bon, alors désolé, je continue, mais la qualité indispensable pour réussir dans le métier. 0 certitude et être curieux. Le meilleur deal que tu aies fait. Ça, c'est comme si tu choisissais tes enfants, quoi. Et après, il y a le deal financier, il y a le deal, il y a les rencontres. Tu vois, le meilleur deal que j'ai fait financièrement, c'est grâce à un deal qui s'est quasiment planté. Donc je retiens lequel? Celui qui m'a permis de faire, Musiwave, ou celui qui m'a per ou celui qui s'est planté qui était Zandan. Et tu vois, la rencontre avec les 2 entrepreneurs, elle est magique, quoi. Le pire investissement que tu aies fait, celui que tu regrettes. Honnêtement, aucun, quoi. Enfin après, si je regrette, un où je me suis un peu fait berner par le fondateur, quoi. Tu vois? C'est notre job, on met des millions, sur la tête d'entrepreneurs en qui on fait confiance. Et le jour où tu vois qu'en fait, c'était qu'un jeu et qu'il y a jamais eu la confiance, c'est délicat, c'est pas agréable. Le secteur à suivre pour les 10 prochaines années. Si je te le donne, après, tout le monde va vouloir le copier parce qu'il y en a un que j'aime bien, mais là, à court terme, je pense que, c'est quand même plus la tech bio, tu vois? On passe du monde de la paillasse au monde de la data, et au niveau de la santé, ça va quand même permettre, en théorie, de développer des molécules, qui vont sauver un certain nombre de vies. Et comme on est sur des cycles qui sont assez longs et que tu m'as dit 10 prochaines années, les résultats, ils vont arriver entre la 5 et 10 années. Et après, je vais te dire l'IA, mais l'IA, ça veut rien dire parce que l'IA, c'est comme le digital, ça se commoditise. Donc, ça a pas d'intérêt. Le projet que tu n'as pas financé, mais que tu aurais aimé financer. Il y en a plein, mais ça s'appelle l'anti-portfolio. Il y en a un, en fait, j'ai pas fait Mythique. On a term sheeté sur Mythique et on l'a pas fait pour différentes raisons. Alors, j'aurais adoré l'avoir parce que ça aurait peut-être changé ma vie, assez tôt, mais jamais avoir de regrets. C'est comme ça que j'ai connu Marc Simoncini, c'est comme ça que Marc est dans l'équipe. Donc, tu vois, d'un succès potentiellement financier, tu as une histoire humaine derrière qui est aussi intéressante que le succès financier. L'anecdote que tu as peu racontée et que tu aimerais nous partager aujourd'hui. Ouais, je l'ai déjà un peu dit, mais en fait, la vie est faite de rencontres, et je suis, devenu le stagiaire de la personne qui allait guider tout mon parcours. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est Marine Kulavic. En fait, j'ai acheté ses cours de prépa. Et puis après, je suis allé faire mes études, et quand j'ai terminé mes études, que j'ai voulu rentrer dans le VC, je l'ai appelée et elle m'a dit: «Ah bah tiens, je sais un peu ce que je fais, je cherche un stagiaire, viens chez moi». Enfin, dernière question, le conseil que tu donnerais au jeune Pierre-Éric Labovici qui étudie à la Sorbonne dans les années 90. Bah, je l'ai déjà dit, mais soyez curieux, faites d'Anthropic votre, meilleur ami, et n'ayez aucune certitude, prenez d'énormes risques,
parce que le monde change et il va y avoir énormément d'opportunités, mais il ne faut pas être inhibé, quoi. Va falloir y aller big time. Merci Pierrick. Merci Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Choses au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training New si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.